Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre Morin-Villouellette en remplacement d'Alexandre Dubé qui prend un petit repos bien mérité ce matin, qui sera de retour dès le prochain épisode avec vous. Semaine riche en actualité qui s'ouvre encore, bien évidemment, tout le long de la fin de semaine, tous les jours, on suit ce qui se passe entre le conflit Israël, Hamas et les Palestiniens, bien évidemment, qui sont pris au travers là, de ce tir croisé qu'il y a entre le groupe terroriste et l'État d'Israël, qui se poursuit encore et toujours, alors que l'offensive annoncée par les troupes israéliennes a toujours pas eu lieu. Ça fait déjà plusieurs jours, au-dessus d'une semaine, qu'on parle du fameux assaut terrestre qu'on veut faire sur la bande de Gaza. Ça s'est pas encore concrétisé, puis c'est pas pour rien non plus. Faut comprendre que d'attaquer Gaza, c'est attaquer, oui, une ville où il y a au-dessus de 2 millions de boucliers humains, pour commencer. Ce sont les citoyens de la bande de Gaza qui sont coincés entre les deux, qui font les frais des bombardements, alors que le Hamas, lui, continue de garder les otages en réserve. Et d'un autre côté, il y a tellement de tunnels qui sont rapportés, des centaines de kilomètres de tunnels qui passent partout sous Gaza, qui ont été creusés pendant des décennies. Pensez-y, d'attaquer une ville. Puis je m'étais déjà entretenu avec Jason Guéroux, ici, à Cube Radio, qui est un expert, entre autres, en guerre urbaine pour l'armée canadienne, qui est ingénieur militaire, qui m'avait parlé d'à quel point c'est difficile d'attaquer n'importe quel endroit qui contenait des habitations, qui contenait des bâtiments. Plus c'est dense, plus c'est urbain, plus c'est difficile. Il parlait, c'est presque le double ou le triple de munitions, de rations d'eau, de rations de survie que ça prend pour attaquer. Puis, je saute toute moralité pour l'instant. On parle purement militaire. Ça coûte des vies en fou d'attaquer n'importe quel endroit urbain parce que les gens se cachent dans les ruines, se cachent dans les souterrains, se cachent dans les sous-sols. Imaginez, si vous ajoutez à ça des centaines de kilomètres, des dédales de petits coins souterrains d'où un combattant peut sortir vous attaquer. Ça va être un bain de sang encore plus que ça l'est déjà lorsque ça va commencer cette offensive-là. Offensive qui est ralentie par, justement, les otages que possède le Hamas. Ça freine un peu les ardeurs, il y a de la pression internationale, vu qu'il y a des otages qui viennent d'un peu partout, pour que l'offensive soit retardée pour pas que ces gens-là en paient les frais. Pour l'instant, toujours pas d'offensive, mais les premiers échanges de coups de feu sur le terrain ont eu lieu. Il y a eu des décès des deux côtés durant la fin de semaine. Il y a eu également une manifestation ici en solidarité avec la Palestine qui a eu lieu hier, dimanche, à Montréal. On a pu voir, entre autres, des milliers de personnes qui manifestaient pour le droit à la vie des Palestiniens, des gens qui appellent aussi à un cessez-le-feu humanitaire complet dans la région. On veut également que, c'est plus compliqué évidemment du côté politique de ce côté-là, mais pour les organisateurs de la manifestation, que le Canada et les États-Unis cessent d'être complices d'Israël. Je reprends leurs mots, dans ces attaques sur la bande de Gaza. Bon, on se comprendra même si le gouvernement Trudeau a enfin précisé sa pensée, précisé sa position sur ce qui s'est passé, entre autres, dans l'assaut de l'hôpital à Gaza. On reste quand même flou dans les positions de M. Trudeau. On n'est pas prêt d'arrêter de soutenir Israël, ça c'est absolument certain. C'est pas une manifestation qui va changer ça, mais malgré tout, signe de solidarité sous la pluie hier à Montréal. On va avoir l'occasion d'en revenir, bien évidemment, durant l'émission. Parler également de la nuance journalistique, particulièrement en Occident, autour du conflit Israël-Palestine. Il y a beaucoup de gens, entre autres, qui manifestent pour le droit à la vie des Palestiniens, qui, eux, de leur côté, trouvent que les médias occidentaux sont extrêmement biaisés, ou du moins qui sont extrêmement favorables à l'État d'Israël dans la couverture du conflit au grand complet. C'est plus complexe que ça. Il y a un organisme américain appelé All Sides, entre autres, qui a décidé, lui, de faire une vérification de la partialité des grands groupes journalistiques, des organismes de presse un peu partout, mais particulièrement aux États-Unis, sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Puis ça va d'un côté comme de l'autre. Lorsqu'il y a eu l'attaque, par exemple, des kibboutz par le Hamas, puis on se rappelle,
C'est un assaut terroriste sur des civils innocents épouvantable qui est condamnable sur tous les niveaux. Mais lorsque l'armée israélienne s'est mise à parler d'enfants décapités par centaines, c'est une information qui a été ramenée, mais particulièrement amplifiée dès le début, sans aucune vérification, par beaucoup de groupes de médias plus à droite, des Fox News de ce monde aux États-Unis. On n'a pas fait vraiment de vérification. Puis même s'il y a des enfants qui sont décédés, c'est certain, l'information précise de centaines d'enfants décapités, ça, c'est encore difficile à prouver hors de tout doute maintenant. Il y a des massacres de civils, il y a des massacres d'enfants. Mais quand on parle d'informations précises, ça a été rapporté au départ, immédiatement, comme du cash, en bon français. Même chose de l'autre côté, l'hôpital Al-Ali de Gaza. Il y a des groupes plus à gauche de presse qui immédiatement ont repris en disant « c'est une frappe israélienne qui est venue frapper l'hôpital ». Attendez un peu. Maintenant, on sait que c'est sûrement une roquette tirée par un groupe djihadiste qui s'est fendu en plein vol et qui est tombé sur l'hôpital. Est-ce qu'on a sauté trop rapidement aux conclusions? Encore une fois, oui. Donc, ça va d'un côté comme de l'autre, mais c'est certain qu'on a remarqué du côté de l'organisme All Sides une partialité journalistique beaucoup plus forte qu'à l'habitude. Comme quoi, le conflit israélo-palestinien, depuis des décennies, ça divise sur les lieux de travail, ça divise les gens à l'école, ça divise les gens même dans le caucus lui-même au gouvernement, caucus libéral, et ça divise même dans les médias. Phénomène intéressant, mais bien que triste autour de ce conflit-là. On a appris aujourd'hui également que les citoyens de Rouyn-Noranda vont pouvoir participer à une action collective lancée contre la fonderie Horn et le gouvernement du Québec. Ça serait déposé en Cour supérieure aujourd'hui. Et si c'est autorisé par la Cour supérieure, cette demande d'action collective-là, c'est des milliards, pas des millions, là, des milliards de dollars qui sont en jeu. Parce qu'on pourrait réclamer pour un résident du quartier Notre-Dame, par exemple, qui vit donc, le quartier Notre-Dame, c'est ce qui borde la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, maximum de 528 000 $ quand même. N'importe quel résident de la ville qui a été là, à Rouyn, depuis 1991, 322 500 $ comme montant maximal. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va obtenir en cas où ce soit autorisé puis qu'on gagne du côté des ressortissants. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut réclamer autant d'argent, surtout que les demandeurs, dans ce cas-ci, le cabinet d'avocats Siskindis Demerle, eux veulent utiliser une technique qu'ils ont déjà utilisée contre le mouvement Desjardins, par exemple, qu'ils ont déjà utilisée dans d'autres poursuites aussi. Ils veulent pas faire un lien entre la pollution de la fonderie Horn et directement les maladies des gens. Ça, c'est difficile, d'aller prouver que tel cancer précis de tel individu, par exemple, a été causé par les émanations toxiques de la fonderie Horn. C'est pas facile. Par contre, sur quoi on va attaquer, c'est intéressant, c'est sur les craintes des citoyens d'être malades. Le stress qui est occasionné de vivre à côté de la fonderie Horn, de se demander si c'est proche, si nous-mêmes, on ne va pas développer un cancer quelconque, une maladie long terme chronique, d'avoir été exposé aussi longtemps à des émanations d'arsenic et autres métaux polluants qui proviennent de la fonderie Horn. C'est intéressant quand même. J'ai hâte de voir de quel côté ça va aller, mais je suis heureux quand même de voir qu'on a véritablement une organisation qui va se faire pour réclamer une certaine justice. Si le gouvernement continue de laisser la fonderie Horn émaner encore plus d'émissions que la norme québécoise, au moins, par un certain moyen, celui-là est financier, mais on va aller quand même rendre justice aux gens qui habitent tout près. Sincèrement, je pense que c'est la moindre des choses. On continue à suivre aussi aujourd'hui le dossier des vols de voitures du Journal de Montréal. Nos collègues qui font un travail dément à décortiquer tout ce qui se passe, entre autres, au port de Montréal. Ce serait une véritable passoire. C'est sûr que des fois, on est fiers de Montréal, on est fiers de notre ville, c'est beau, notre Canadien de Montréal a beau être pourri, on est tous derrière l'équipe, tout le monde se rallie à Montréal, mais si on peut se rallier aussi sur une chose, c'est pour dire que des fois, on fait pic-pic. Dans ce cas-ci, particulièrement, pic-pic, c'est le terme que je vais reprendre par rapport au vol de véhicules, quand les chiffres sont aussi astronomiques qu'ils le sont en comparaison au reste du pays. Ça fait dur, sincèrement. Ça fait un peu dur. On va avoir l'occasion, ça aussi, d'en reparler tout au long de l'émission et de la journée. J'aime toujours qu'on se laisse aussi, quand on parle d'actualité, avec des nouvelles un peu plus légères. Le monde est assez sombre ces temps-ci. Merci pour qu'on puisse se donner un petit coup de rire. Il y a quelqu'un, un Lituanien,
qui se faisait passer pour un touriste russe en Espagne, qui se promenait entre autres dans la ville d'Alicante, qui s'est fait pincer et qui maintenant va devoir littéralement écoper d'une peine de prison après avoir utilisé un stratagème bien spécial pour manger dans les restaurants complètement gratuitement. Le monsieur Aidas J, lui, se promenait, faisait semblant d'être le touriste russe, mangeait, puis à la fin du repas, faisait semblant d'avoir une crise cardiaque en direct dans le resto pour pas avoir à payer la note. Il a fait ça une 20aine de fois jusqu'à se faire enfin attraper. Puis il va avoir une peine de prison. Honnêtement, je le remercie, M. Aidas J, de nous faire sourire ce matin. Je comprends qu'il va aller en prison pour ses péchés puis pour avoir fait semblant d'avoir des crises cardiaques. C'est pas drôle, ne faites pas ça à la maison ni au resto. Mais quand même, ça nous fait rire un tout petit peu ce matin. Bienvenue à Cube Radio.